Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de PowerShell avec Étienne Ladan qui vient d'écrire un livre à ce sujet qui s'appelle Cybersécurité et PowerShell. Bonjour Étienne. Bonjour. Nous recevons également Arnaud Petitjean. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors Étienne, on a déjà réalisé un épisode ensemble sur les SIEM. 2 épisodes ensemble, dont l'un sur les SIEM. Mais pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi ces épisodes, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Donc bonjour, je m'appelle Étienne Ladan, je travaille actuellement comme responsable outillage du SOC EDF et j'ai accepté une nouvelle mission donc à partir du 1er juin dans une autre entreprise dans laquelle je vais chercher notamment des gens autour des activités SOC et CSIRT, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets de changement tout simplement. Arnaud? Je m'appelle Arnaud Petitjean, je suis formateur et consultant PowerShell depuis une dizaine d'années. Je suis également auteur et co-auteur de nombreux livres sur PowerShell. J'en ai coécrit 7 et là je travaille sur un 8e livre qui est en préparation. J'ai fondé la communauté PowerShell francophone en 2007. Donc c'est le site powershell-scripting.com où vous pouvez aujourd'hui trouver donc un forum très actif. Alors Étienne, qu'est-ce qui fait que tu as écrit ce livre? Alors, une opportunité, puis une envie déjà en premier lieu, et c'est lié à une petite histoire justement avec Arnaud. Quand j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années, mon voisin de bureau c'était Arnaud tout simplement, qui avait déjà écrit, je crois que c'était la 2e ou 3e édition de son livre sur PowerShell, et du coup Arnaud m'a un petit peu formé ou déformé selon les dires de mes voisins de bureau sur la technologie, et voilà, c'est une technologie que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure de mes années professionnelles, jusqu'à ce que Arnaud via son éditeur me propose de rédiger ce livre sur la cybersécurité et PowerShell, et donc j'ai accepté avec grand plaisir de relever ce défi tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un lien très fort entre PowerShell et cybersécurité? Alors, PowerShell, comme on le disait, c'est un petit peu plus qu'un simple CMD ou un shell qui pouvait exister au préalable sous Windows. C'est vraiment un outil qui permet d'interagir très fortement et de manière très intensive avec le système Windows. Et du coup, c'est quelque chose qui est disponible de manière complète sur la quasi-totalité des systèmes clients dans une entreprise aujourd'hui. La plupart des entreprises aujourd'hui fonctionnent sous Microsoft Windows, en tout cas pour la partie post-client, pour la partie post-utilisateur. Et sur cette partie-là, PowerShell est quasi systématiquement présent et très rarement limité ou bloqué ou contraint par les administrateurs de l'entreprise, ce qui permet aux attaquants d'avoir très rapidement un accès interactif via un shell aux commandes système, au noyau, alors pas forcément noyau, mais au framework.net, donc vraiment à toutes les fonctions internes du système, et du coup de se déployer et de faire une technique qui s'appelle Live of the Land, donc vivre de la terre en français, et du coup de déployer très peu d'outillage en dur et simplement se baser sur ce qui est déjà présent sur le système. Oui, parce que pour les gens comme Hervé qui ne jurent que par ZSH ou TCSH, PowerShell, en fait, c'est plus proche d'un Python avec un C-Types que d'un BAT ou d'un Bash, quoi. Ça permet effectivement d'aller appeler des API natifs de Windows, d'exécuter du code .NET, etc. Donc c'est vraiment un outil très puissant et qui est installé par défaut maintenant dans la version de Windows récente. Est-ce qu'on peut faire un peu l'historique de PowerShell? Je suis content de voir que Windows se modernise et puis imite Unix. Mais je comprends que c'est plus qu'un shell. Ça s'appelle PowerShell, mais c'est plus qu'un shell. Donc en fait, c'est presque un Unix alors. Hein.
Je peux vous faire un petit peu d'historique si vous voulez, parce que moi j'ai connu PowerShell depuis le début. En fait, donc PowerShell est sorti en version bêta en 2005. Ça s'appelait Monad à l'époque. C'est l'année où j'ai connu PowerShell. Et parce qu'à l'époque, pour tout vous dire, j'avais commencé l'écriture d'un livre sur VBScript. Parce que moi j'ai toujours été passionné d'automatisation, mais surtout un informaticien feignant, comme on dit. Donc tout ce que je peux automatiser, je le fais. Et j'avais envie de transmettre ma passion autour de l'automatisation avec VBScript. C'est à ce moment-là que j'ai découvert PowerShell, qui était en version bêta, qui s'appelait Monad en 2005. Et donc j'ai tout arrêté pour me consacrer à PowerShell, qui est sorti donc en version 1 en 2006. Et donc à l'époque, c'était Windows XP. Et ça s'appuyait sur le framework 2.0. PowerShell est sorti en version 2 3 ans plus tard, en 2009. En fait, tous les 2 ans et demi, 3 ans, on avait une nouvelle version de PowerShell et ça s'est accéléré ces dernières années avec la mode et la philosophie DevOps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes en version 7.1 ou 7.2. Et en fait, de base, aujourd'hui, en entreprise, on va trouver du Windows PowerShell 5.1. Alors pourquoi je dis Windows PowerShell ? C'est parce qu'en fait, on a une scission entre les versions de PowerShell à partir de PowerShell 6. En fait, PowerShell 6 s'appuie sur le .NET Framework Core et non plus sur le .NET Framework historique, classique qu'on avait l'habitude d'utiliser par le passé. Ce qui fait que PowerShell est multiplateforme aujourd'hui grâce au fait qu'il s'appuie sur le .NET Framework Core, qu'on appelle maintenant .NET Core tout simplement, ou .NET 5 pour les intimes. Voilà. Alors quand tu dis multiplateforme, c'est-à-dire ça fonctionne Alors ça fonctionne sous Mac, sous Linux, même sur Raspberry Pi. Ça fonctionne sous ARM. Et pour en revenir à PowerShell installé par défaut, on va le trouver installé par défaut à partir de Windows 7, si je ne m'abuse. Je crois qu'il sera en version 3 sous Windows 7. Et puis à partir de Windows Server 2012 ou 2012 R2, il est en version 2 ou 3, j'ai un petit doute. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va trouver encore, sous Windows 10, j'ai pas regardé sous Windows 11, mais ça doit être du PowerShell, Windows PowerShell 5.1. Et c'est la grosse version c'est un peu le standard Windows PowerShell 5.1. Et ça va durer encore un petit moment puisque c'est supporté encore pas loin de 10 ans par Microsoft. Et donc au moins c'est une bonne baseline pour les attaquants et pour les défenseurs PowerShell 5.1. Il me semble que sous Windows XP, avec le Service Pack 3, en fait, PowerShell n'est pas installé par défaut sous Windows XP, mais à partir du Service Pack 3, je crois que la V2 était injectée de base, ce qui fait que même sur les vieux systèmes legacy qu'on va trouver en entreprise et qui pourraient traîner dans des coins que personne n'ose plus toucher, vous retrouvez également du PowerShell, ce qui en fait vraiment un outil qui est quasiment déployé sur 99% des parcs informatiques aujourd'hui. Alors sous Windows XP, j'ai un doute quand même. Je sais qu'on pouvait l'installer, mais il n'était pas installé de base dans ma mémoire, du moins. Bon, et en quoi PowerShell va être utile pour les attaquants ? Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de cas concrets dans lesquels c'est utilisé par un pentester, par exemple, ou par des vrais méchants qui ont un joli numéro d'APT ou d'UNC dans les vrais méchants, ça c'est une des choses que j'illustre dans le livre, mais le malware Emotet utilisait un dropper PowerShell. Donc en fait télécharger son binaire avec un petit script PowerShell qui était souvent embarqué dans une macro par exemple, dans un document piégé. Donc ça c'est des choses assez basiques, c'est des scripts qui font une dizaine de lignes on va dire, et qui eux-mêmes vont télécharger alors soit un binaire et l'exécuter ensuite, soit un second script PowerShell, le faire charger en mémoire, et ce second script va exécuter. C'est ce qu'on voit plus avec des choses comme le framework Empire, où là du coup on est vraiment sur du full scripting. Donc ça c'est la partie un petit peu contrôle commande, mais après on va avoir tout un tas d'attaques qui peuvent être réalisées en pure PowerShell. Alors une de mes préférées, moi c'est le Kerberos Sting,
qui consiste à demander donc dans une infrastructure Active Directory des tickets TGS sur certains comptes spécifiques qui sont les comptes de service avec des services principal name et ensuite d'essayer de casser ces jetons pour récupérer le mot de passe du compte de service. Ça c'est une attaque qui a été popularisée par un monsieur qui s'appelle Armjoy, Willa Armjoy je crois. Et du coup qui sont des attaques extrêmement avancées et voilà qui peuvent être réalisées entièrement en PowerShell et du coup quasiment entièrement en mémoire. Une fois que le dropper est passé, on n'a presque plus besoin de laisser de traces fichiers sur le disque dur de la machine, ce qui invalide une bonne partie des mécaniques de protection antivirus déjà. Et complique fortement la vie aux équipes de défense et de forensique notamment. Donc ça c'est un exemple d'attaque, mais on va retrouver des attaques autour des élévations de privilèges, on va retrouver des attaques autour des scans réseau, on va retrouver des attaques autour du chiffrement qui peut être également utilisé en PowerShell, notamment en se basant sur les fonctions du framework.NET ou simplement en réimplémentant des fonctions de base autour de XOR, autour des commandes qui sont présentes dans PowerShell. Comme Nicolas le disait tout à l'heure, faut vraiment voir PowerShell plus comme un Python qui serait déployé en standard sur les postes et qui du coup permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi d'un point de vue programmation. Dans le cas de Kerberos Hosting, il me semble quand même que tu dois, enfin en tout cas dans ton livre, tu recommandes aux gens de télécharger Polaris. Ça c'est simplement pour. Alors Polaris, c'est simplement pour créer un service exposé sur et vulnérable à une attaque par Kerberos Hosting, mais techniquement. C'est quoi Polaris ? Alors Arnaud, tu le décriras sûrement mieux que moi, je pense. Polaris, c'est un outil qui permet d'héberger des API REST et d'héberger des fichiers. Enfin, c'est un mini serveur web. En fait, là où je veux en venir, c'est ayant moi-même galéré pas mal avec les outils d'administration PowerShell, il y a un composant de base qui est un langage, qui a un certain nombre de commandes intégrées, voilà. Mais c'est aussi un système modulaire, on peut faire des imports modules et autres. Et là, en tant qu'attaquant, il faut bien faire la différence entre ce qui est disponible sur la machine au moment où tu arrives et le fait qu'effectivement, tu peux faire un import PowerShell Empire, par exemple, et après avoir accès à tout un panel d'outils offensifs, mais il va falloir l'importer depuis Internet ou copier localement l'archive, ou voilà, ça va rajouter des fichiers. Donc pour faire du pure fileless, en fait, il faut quand même que tu aies encodé entièrement ton payload dans une string que tu vas charger en mémoire, quoi. La réalité des attaques, c'est que PowerShell est rarement utilisé à 100% comme c'est fait dans PowerShell Empire. PowerShell Empire a pris la posture dès le départ de dire on fait un outil qui est full PowerShell, notamment dans l'objectif de laisser très peu de traces rémanentes sur les machines post-intrusion pour les pentesters et les red team. Mais effectivement, dans le cas des vrais méchants, PowerShell est plutôt souvent utilisé soit comme vecteur initial, soit partiellement par endroit, mais rarement comme de manière complète et uniquement en PowerShell. On a rarement l'approche pure. On va retrouver PowerShell qui lance un binaire, qui l'exécute, qui va retélécharger un module pour le rajouter parce qu'il manque. Ça va être un petit peu plus hétérogène au niveau des attaques. Je propose de passer à la partie défensive parce que effectivement PowerShell, on en est à la version 7. Il y a eu pas mal d'options qui ont été poussées par Microsoft. Il y a eu pas mal de changements même fondamentaux dans la manière dont s'exécutait. Je pense au bypass execution policy par exemple que tu dois passer la plupart du temps maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour se prémunir contre un script PowerShell ou un .ps1 malveillant qui serait sur le bureau de l'utilisateur? Il y a pas mal de choses, effectivement, le mythe de la execution policy, moi je le rencontre encore beaucoup. On me l'a ressorti il y a 2-3 semaines en restitution d'audit que pour se protéger de PowerShell, il suffisait de régler l'execution policy. Ça m'a fait doucement rigoler. Je vois Arnaud, je vais le laisser réagir là-dessus, mais il faut comprendre que l'execution policy, déjà, c'est pas un mécanique de sécurité, c'est un mécanisme de sûreté. Ouais, c'est un faux mécanisme de sécurité. On a une fausse impression de sécurité avec ça. Et Microsoft dit clairement que c'est pour se prémunir contre soi-même. En réalité, c'est stratégie d'exécution de PowerShell contre des actions qu'on pourrait faire de manière non intentionnelle. Mais voilà, c'est un faux sentiment de sécurité parce que c'est très facilement contournable. Et puis, dans les faits, ça nous embête plus qu'autre chose.
J'ai pas compris. Par défaut, on peut pas exécuter de script PowerShell sous Windows. Enfin, j'ai rien compris là. Par défaut, l'exécution, la stratégie d'exécution sur des postes de travail, j'entends, hein, pas sur des serveurs. La stratégie d'exécution ne permet pas l'exécution de script, tout simplement. Il faut la modifier. Et c'est ce qui est fait en général par les admins système. Ils mettent une GPO en place pour autoriser l'exécution de scripts. Alors selon leur connaissance de PowerShell, soit ils vont mettre un mode c'est la fête au village, donc bypass, ou alors un mode plutôt intermédiaire, le mode j'ai oublié. Non, pas All Signed. All Signed, c'est Remote Signed, oui, merci Étienne. Voilà, donc le mode Remote Signed, c'est la stratégie intermédiaire où on autorise l'exécution de scripts, mais pas les scripts qui auront été téléchargés depuis Internet. Voilà. Et... Ouais. Le truc, c'est que cette execution policy, elle est très très facilement contournable. Donc, Nicolas parlait du execution policy bypass dans les options de lancement de PowerShell qui permet simplement de désactiver l'execution policy qui a été appliquée. Mais quand bien même celle-ci pourrait être imposée, ou j'allais dire enforced en anglais, mais celle-ci serait imposée par les administrateurs et bloquée. En fait, il y a une infinité de moyens de la contourner simplement en ouvrant un shell et en exécutant les commandes, par exemple. Du coup, on se retrouve plus à exécuter un fichier de script, mais on se retrouve juste à exécuter une succession de commandes et du coup l'execution policy ne s'applique plus, on est en local. Donc faut pas le voir comme une mécanique de sécurité. Mais toi qui parlais de VB-Script, je pense que Microsoft a eu suffisamment mal avec les points VBS, les I love you.vbs échangés par email pour que les I love you.ps1 ne s'exécutent pas. Et c'est juste le but de cette policy en fait. Ça devait être l'objectif initial. Ça veut pas dire qu'il faut pas la régler, hein. C'est exactement comme tu le dis. Ça reste une première barrière, ça peut gêner les attaquants qui sont vraiment basiques, mais voilà, ça n'arrêtera pas une équipe de Red Team expérimentée, par exemple. Après, dans les choses qui peuvent vraiment gêner les équipes de Red Team expérimentées, donc il y a toujours les choses assez simples, hein, qui sont la désactivation de PowerShell par GPO, par exemple, ou par des mécanismes d'APP Locker, comme on peut retrouver dans la plupart des antivirus. Ça va être des choses qu'on peut faire. Après, il y a des choses qui sont plus intéressantes sur le local, qui est le mode de langage contraint. Ça, c'est un mode qu'on peut imposer à la fois par GPO, mais au travers d'APP Locker. Donc ça, déjà, c'est plus compliqué à contourner. C'est même compatible avec Windows Defender Application Control, là, le WDAC qui est censé remplacer APP Locker dans les années à venir. Et là, vous vous retrouvez avec un shell PowerShell qui, du coup, là, est contraint à certaines fonctions du langage. Et donc, vous allez perdre, par exemple, tout ce qui est accès au .NET. Vous voulez faire une puissance mathématique, c'est plus accessible. Vous voulez ouvrir un port TCP en écoute, c'est plus accessible. Je sais pas si le chargement de module est coupé, mais enfin, vous allez voir, le chargement d'assembly est coupé, par exemple. Le chargement de module coupé, je vois Arnaud qui me dit non. Ça dépend du mode de langage en fait. Il y a différents modes de langage et en fonction des différents modes, il y a des choses qu'on peut faire ou des choses on peut charger des modules ou on ne peut pas. Mais effectivement, ce mode de langage contraint, c'est une très bonne façon de sécuriser de PowerShell pour limiter l'impact. Ça, c'est clair. C'est très pénible. C'est très pénible d'arriver dans un environnement où on est en mode de langage contraint, y compris en tant qu'utilisateur de PowerShell ou en tant qu'administrateur. Ça rend le langage. On va revenir plus sur un bash assez classique avec des fonctionnalités assez limitées, plus qu'autre chose. Et est-ce qu'il y a la possibilité de rendre la vie pénible aux attaquants, mais pas aux administrateurs ? Alors là, on revient dans la mise en place du laboratoire. C'est une bonne question que tu lèves. C'est effectivement, et j'insiste à plusieurs reprises dans l'ouvrage là-dessus, hein, sur le fait qu'il faut pas gêner vos admins quand vous contraignez PowerShell. Il faut gêner les attaquants, il faut bloquer PowerShell, ou en tout cas le restreindre au maximum sur les postes d'utilisateurs où les attaquants pourraient être amenés à s'en servir alors que vos utilisateurs ne s'en servent quasiment pas. Mais effectivement, quand vous mettez en place des restrictions de PowerShell sur votre parc, ne les appliquez pas à vos administrateurs. Ce serait plutôt contre-productif. Si PowerShell est un outil pour les attaquants, il faut quand même pas oublier que c'est pas un outil qui est fait pour les attaquants. C'est extrêmement utilisé par les administrateurs de l'entreprise.
Et du coup, il faut les mettre dans des groupes d'exception où eux ont un accès à une console qui est relativement illimitée ou à minimum simplement supervisée. Ouais, d'ailleurs, dans ton livre, tu expliques qu'il y a eu de gros effets de bord dans une entreprise qui avait décidé un peu intempestivement de bloquer PowerShell. Donc, des administrateurs avaient installé des VM. Ils avaient mis du Python. Ils avaient mis du Python et ils s'étaient remis dans des VM à côté pour essayer de contourner en fait les restrictions qu'on leur avait mis en place. Et du coup, ils avaient perdu la maîtrise de leur parc parce que les administrateurs commençaient à installer des VM à côté, des VM qui étaient complètement hors parc et hors scope, et deux, ils avaient perdu la maîtrise de l'outil Python parce que du coup Python était déployé de manière complètement anarchique et sans absolument aucun suivi de version, et au final, plutôt que de rajouter de la protection à PowerShell, ils avaient augmenté leur surface d'exposition simplement à d'autres vulnérabilités. PowerShell, c'est surtout très utilisé par les gens de la cybersécurité pour défendre, pour automatiser des recherches, des choses comme ça. Est-ce que c'est une partie qui est traitée dans un de vos livres ? Alors, oui. Pour le coup, moi, je trouve que PowerShell est de manière assez équilibrée utilisé entre la défense et l'attaque. On trouve quand même beaucoup de choses autour de l'attaque et PowerShell Empire est là pour le montrer. C'est vraiment des beaux outils d'attaque qui existent sur de la techno. Et oui, après pour la défense, c'est très utilisé. Typiquement, il y a quelques mois là, quand la vulnérabilité Log4j est sortie, on a vu pas mal de commandes PowerShell qui sont passées à droite à gauche pour essayer de retrouver les fameux points jar qui étaient cherchés dans le cadre de cette vulnérabilité et d'aller faire la chasse au Log4j point jar dans les différentes machines du parc. Donc ça va être typiquement utilisé, et dans mon ouvrage, c'est la seconde partie de l'ouvrage porte sur la défense avec PowerShell. Après, les ouvrages d'Arnaud, j'étais pas au courant qu'il y en avait presque 8 maintenant, sont moins orientés sécu, mais j'imagine que c'est couvert aussi, oui. Oui, mes ouvrages sont effectivement moins orientés sécu, puisque moi, c'est pour apprendre le PowerShell aux administrateurs système qui veulent se simplifier la vie dans leurs tâches quotidiennes. Mais effectivement, je parle quand même de sécu, je parle de toutes ces stratégies d'exécution, mais je ne vais pas aussi loin qu'Étienne dans son livre. Je vais rester dans la bienveillance, mais il y a quand même tout un chapitre qui est consacré à la signature de script PowerShell, qui est effectivement une méthode très puissante pour s'assurer que ce qu'on exécute, c'est uniquement ce qu'on a déterminé comme étant sain au départ. Il me semble que les macros Office, on pouvait aussi avoir cette option de n'exécuter que des macros Office signés. Ça n'a pas rencontré un grand succès dans les entreprises. Est-ce que ça marche mieux avec PowerShell, ou est-ce que c'est aussi une mesure extrême ? De mon expérience, non, ça marche pas mieux que les macros Office et VBA. Dans l'ouvrage, ça avait deux intérêts. C'était de montrer comment fonctionnait la signature de code. Pourquoi ensuite ça fonctionne pas avec PowerShell ? Parce que c'est basé sur le mécanisme d'execution policy, tout simplement, dont on a vu juste avant que il était peu efficace. Et après, pourquoi je l'aborde dans l'ouvrage ? Parce que ça permet quand même de passer par la mise en œuvre d'une petite PKI avec XCA, d'expliquer un petit peu les mécaniques de chiffrement avec une arborescence de clés privées, clés publiques, d'AC racines intermédiaires et des key usage qu'on met autour. Et ça, de mon expérience, quand je vais en audit dans les entreprises, en diagnostic, c'est souvent des choses qui sont pas forcément maîtrisées parfaitement par les administrateurs, on va dire. Et ça me permet au niveau de l'ouvrage de remettre une petite couche sur la cryptographie. Je trouve que ça a tout à fait sa place dans le livre pour le coup. Il y a une partie qui n'est pas abordée dans le livre, c'est toute la partie Azure. Parce que PowerShell est quand même fondamental pour le management des ressources Azure, et il me semble justement que dans la partie l'utilisation d'Azure, de PowerShell dans Azure vient avec des contraintes, mais alors je me souviens plus si c'est ce fameux Constrained Language Mode dont tu as parlé, ou si c'est le Just Enough Administration. Je sais que l'interpréteur est plus restreint quand tu l'utilises sur Azure. Est-ce que c'est une omission volontaire, ou est-ce que c'est... C'est une omission un petit peu volontaire autour de l'ouvrage. Effectivement, j'aborde assez peu la partie Azure, voire pas du tout. Ça peut être une bonne piste pour une version 2 de l'ouvrage.
Pourquoi? Parce que j'ai peu d'expérience pour le coup sur la partie PowerShell avec Azure. Je me sentais pas forcément légitime à l'aborder sereinement. Et puis après, sur le pourquoi, je pense qu'Arnaud a, lui, par contre, un peu plus bossé avec Azure et a dû faire les formations et pourra peut-être t'éclairer sur pourquoi c'est bloqué. Pas? Non, j'ai pas non plus une grosse expérience PowerShell avec Azure. Non, je ne sais pas. Alors, tu peux parler quand même du mode Just Enough Administration qui est mentionné dans le livre, parce que c'est aussi quelque chose qui est intéressant à connaître et assez original. Enfin, un exemple une sorte d'émulation de sudo sous Windows. Je croyais qu'on restait dans la bienveillance. On peut le voir comme ça sur une émulation de sudo. Just Enough for Administration, ou Just Enough for Admin exactement, c'est un mode d'accès à distance qu'on peut configurer pour PowerShell et qui permet en fait de restreindre jusqu'à la commande, ou en tout cas avec des wildcards si on le souhaite, les commandes qui seront exécutées par différents types de profils qui se connecteront sur la machine. Donc PowerShell comme on pourrait le faire avec SSH pour se connecter au sein d'une infrastructure Linux, on va pouvoir faire de l'administration à distance au travers des PS Session et de WinRM. Et il est possible de rajouter une surcouche à ça, entre guillemets, au travers de JEA pour Just Enough for Admin. Et à partir de là, on va pouvoir configurer et restreindre spécifiquement certaines actions aux administrateurs. C'est une activité quand même assez intéressante quand on administre un parc Windows qui est traditionnel et assez étendu, puisque ça permet de définir que par exemple vos équipes sécu ont le droit d'exécuter telle et telle commande. Ça permet de définir que vos équipes d'administration ont le droit d'exécuter telle et telle commande sur les postes sur lesquels ils se connectent, et le tout sans exposer des privilèges particuliers. Vous vous connectez avec des droits standards. Ça évite que vos administrateurs du domaine se connectent partout et grillent leurs credentials absolument n'importe comment. Et ça peut vous permettre de définir une vraie politique d'usage de l'administration à distance avec PowerShell au sein de l'entreprise. Ça peut être intéressant dans le cadre de délégation d'actions, par exemple à des infogérants sur lesquels vous ne souhaitez pas qu'ils aient des accès complets sur les machines, mais sur lesquels ils ont des actions qui sont bien identifiées. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut faire autour de JEA. Moi, si je peux rajouter quelques petites choses, JEA, c'est vraiment pas mal puisqu'on peut, au-delà de déléguer certaines commandes, on peut aussi restreindre certaines commandes à certains paramètres et même à certaines valeurs que l'on peut passer à des paramètres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, on peut déléguer la commande Restart Service, mais que sur le service spooler. Par exemple, restart service -name spooler. Et donc on autorise que à redémarrer le service spooler, mais pas un autre service avec la commande restart service. Et JEA permet aussi de faire du RUNAS, c'est-à-dire que on peut, quand on se présente... Du sudo, quoi. Ouais, un peu, si on veut. Sauf que, contrairement à sudo où on élève ses privilèges, l'idée de JEA, c'est d'abaisser ses privilèges. Donc, on se connecte, on se présente avec une certaine identité, et puis on nous donne moins de droits, enfin, en réalité, juste les droits nécessaires pour faire le geste d'administration. C'est ça l'idée de JEA, Just Enough Administration. Et est-ce qu'il y a d'emblée une liste de commandes qui sont accessibles uniquement en RUNAS, ou bien est-ce qu'il faut, comme sous Unix, ou bien est-ce qu'il faut paramétrer les choses de manière et si oui, est-ce qu'il existe des listes qui permettent de déterminer quelle chose devrait être protégée Alors, par défaut, il y a juste 4 ou 5 commandes maximum qui sont utilisables avec JEA. Je crois qu'on a le clear screen et on a vraiment peut-être la commande get command, et encore c'est même pas sûr. En fait, on a juste les commandes nécessaires au bon fonctionnement de PowerShell. Après, il faut vraiment, en fait, on est en mode tout est bloqué par défaut, et on est en mode whitelist où on liste les commandes que l'on autorise, et ainsi que les paramètres que l'on autorise et éventuellement les valeurs autorisées sur les paramètres. Donc il faut tout configurer. D'accord. Alors, d'après Wikipédia, PowerShell est inspiré de Korn Shell, Perl, Ruby, Lisp et TCL. Donc on peut imaginer que ça va être une chimère.
une monstruosité. Et effectivement, PowerShell offre des capacités d'obfuscation qui n'ont rien à envier à JavaScript. Comment font les antivirus ou même les analystes pour récupérer les commandes PowerShell qui ont été exécutées dans un script et les analyser? C'est un appel du pied pour parler d'AMSI, de la manière dont on peut loguer les commandes et les... J'y viens, mais je réfléchis à comment répondre à la question dans le bon ordre, parce que là, il y a une mise en abîme qui est importante, je trouve. Sur la part... Eh bien, il faut activer des logs. Il y a plusieurs éléments dans ta question, Nicolas. Donc, il y a la partie obfuscation et il y a la partie antivirus. Je propose de commencer par la partie antivirus, un petit peu peut-être à l'envers de la question. Et effectivement, aujourd'hui, Microsoft propose un mécanisme qui s'appelle AMSI pour Anti-Malware Scan Interface, qui permet de contrôler les commandes qui sont exécutées dans un shell, dans un PowerShell. Ça fonctionne comment? Simplement par des appels successifs de bibliothèque Windows, donc en passant par la Win32, les objets com, et en fait jusqu'à atteindre le service antivirus. Donc il y a deux options sur le service antivirus: soit votre antivirus supporte le mécanisme AMSI et c'est lui qui va être appelé, soit l'antivirus que vous avez localement sur poste le supporte pas et c'est Windows Defender en fait qui va prendre le relais. Vous récupérez les fonctions de l'antivirus de base. Donc c'est ce que je traite dans le livre sur les mécaniques, et effectivement là on est sur une mécanique côté Windows Defender qui est finalement assez simple, a priori d'analyse par expression régulière, ou en tout cas par recherche de mots-clés dans la chaîne de caractères. Et c'est ce qu'on voit dans l'ouvrage avec le invoke Mimikatz qui est bloqué et qui est détecté par Windows Defender. Le truc, c'est comme c'est un langage interprété, on n'a pas de binaire vraiment sur lequel on peut se baser pour les antivirus. Ils n'ont pas la possibilité de se baser sur un binaire, faire de l'analyse par signature ou autre chose. Ils ont vraiment que le texte. Et faut quand même admettre que c'est assez limité pour un antivirus, uniquement une chaîne de caractères à analyser. Donc, en conséquence, il y a quand même pas mal de bypass possibles, donc j'en démontre quelques-uns dans l'ouvrage. J'en avais retrouvé quelques-uns, il y a un article MISC qui est sorti il y a quelques années également, où il faisait le tour des possibilités de protection de PowerShell et des défenses, qui étaient également intéressantes, et sur lequel il parle de ce mécanisme-là également, et je crois qu'il y avait quelques bypass qui étaient proposés. En tout cas, c'est pas un mécanisme qui est absolu. Et donc du coup, ça nous amène à la deuxième partie, qui est comment font les analystes. Et les analystes, ils font comme tout le monde dans tout bon SOC, ils font loguer PowerShell autant qu'ils peuvent. Et du coup, PowerShell amène quand même pas mal de capacités de traçabilité au sein du système. Donc je ne voudrais pas dire de bêtises, je vais reprendre mes anti-sèches. Hop, tac. Donc, il faut savoir que PowerShell, par défaut, alimente un journal d'événements Windows spécifique dans lequel il indique quelques événements, et notamment par défaut PowerShell va vous indiquer si AMSI a vu passer des commandes qu'il juge suspicieuses. Ça va être tracé dans vos journaux PowerShell. Donc par défaut vous avez déjà des logs, il suffit simplement de les collecter et de regarder si vous avez des événements suspicieux. Parfois il y a du faux positif, mais le plus souvent c'est des commandes un peu tarabiscotées qui sont relatives à de l'attaque. Et ensuite, on va avoir deux modes de logging différents qui existent pour PowerShell et un mode de protection des logs. Dans les deux modes de logging, on va avoir le PowerShell Transcript, où là, ça va vraiment être un petit peu comme un bash history. On va regarder les commandes qui ont été exécutées, on va simplement avoir les résultats des commandes qui ont été affichées en plus. C'est assez basique, mais ça fonctionne bien. Le défaut, quand on se met dans une optique SOC dans un grand groupe, c'est que le format de log est pas évident. On est sur des logs multilignes qui doivent être poussés dans des fichiers, donc forcément sur des partages réseau, ça va pas dans le journal d'événements Windows. Donc ça peut vite devenir complexe à exploiter si vous exploitez les très grands parcs. Et après, quand on passe à échelle, il faut passer par quelque chose qui s'appelle le script block logging, qui lui du coup peut se configurer par stratégie de groupe par exemple, et lui va vous permettre de descendre assez profondément à chaque script block. Donc on peut voir ça comme à chaque fonction, ou en tout cas à chaque module atomique qui va être exécuté par PowerShell, et ensuite chaque script block va être logué comme une ligne dans l'événement Windows. Et là par contre on arrive un petit peu à l'opposé du transcript, ça devient très verbeux. C'est très pratique, on voit tout passer, mais du coup on voit tout passer. Donc sur des parcs importants, ça fait vite des volumes de logs qui sont assez conséquents, et là vous avez besoin d'un SIEM. Du coup
toujours je renvoie à l'épisode sur les 10 commandements du CIEM au passage. Mais là, vous aurez besoin d'un outil spécifique pour analyser ça. Dernier point, et c'est un truc que j'avais jamais croisé avant d'écrire le livre. PowerShell propose un mode qui s'appelle le Protected Event Logging et qui permet de protéger par chiffrement les journaux d'événements. Voilà, localement. Donc ça fonctionne comment ? Simplement, vous déployez par GPO une clé publique sur l'ensemble de votre parc informatique et PowerShell va se servir de cette clé publique de chiffrement pour protéger les logs. Ensuite, si vous avez besoin d'accéder aux logs, il faut que vous ayez un accès à la clé privée. Donc soit en transmettant les logs à un WinEvent Forwarder ou par n'importe quelle autre manière à un autre serveur qui aura la capacité, lui, de déchiffrer parce qu'il a la clé en local, soit en fournissant, par exemple, une version de cette clé à toutes vos équipes informatiques et pour que la clé privée soit partagée, par exemple, sur des tokens cryptographiques et qu'eux aient la capacité de déchiffrer les logs au besoin. Et effectivement, donc le Protected Event Logging dans les grandes entreprises ne passe pas bien à l'échelle, puisque ça implique des changements d'usage qui font que tous vos techniciens, support, tous vos administrateurs n'auront plus accès au log PowerShell en détail, et les changements organisationnels pour leur donner accès à ces logs et leur donner la capacité d'accéder à ces logs, ils sont quand même importants, donc ça me paraît, en dehors d'environnement assez réglementé, ça me paraît quand même assez compliqué à mettre en œuvre, mais c'est intéressant à savoir. Et pour le coup, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément, en tout cas que j'ai jamais croisé sur d'autres langages. Alors, je vais continuer à charger Python, puisque voilà. Mais c'est des choses que je connais pas forcément au niveau de la journalisation, qui n'existent pas forcément, en tout cas pas à ce stade-là, sur d'autres langages. Ok, on n'a certainement pas fait le tour, mais est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin ? Peut-être simplement que PowerShell, c'est un langage qui est souvent sous-estimé dans les entreprises. Moi, ça fait 10 ans, à chaque fois que je suis arrivé sur un poste, PowerShell était pas ou très peu contraint. Donc, il serait peut-être simplement temps de s'en soucier, messieurs les RSSI et autres responsables de la protection des organisations sur le sujet. Il y a certaines capacités du langage qui sont très intéressantes et qui n'existent pas forcément à ma connaissance sur d'autres langages. Formez-vous à PowerShell, que vous soyez défenseur ou attaquant, vous avez plein de choses à apprendre autour de ce langage-là. Que ce soit par vous-même au travers de la communauté qui est très développée sur Internet, ou peut-être simplement autour des livres d'Arnaud et moi. Étienne, Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.